Première idée force que je pourrais résumer par ces mots, par cet impératif catégorique, donner un sens à la peine. Oui, donner un sens à la peine, en faire autre chose qu'un temps d'expiation. D'où les préconisations de notre comité qui visent à mettre à la disposition du détenu entrant dans les tout premiers jours suivant son incarcération les personnels nécessaires à la mise en œuvre d'un véritable bulletin de personnalité à l'entrée en détention, c'est-à-dire un profilage extrêmement précis de sa situation physique, mentale, sociale, culturelle. Tout cela pourquoi? Pour aboutir à ce que nous appelons l'élaboration d'un véritable parcours de mobilisation. Parcours de mobilisation qui est tout à la fois un projet dynamique d'exécution de peine et une stratégie de préparation à la sortie. Projet d'exécution de peine, stratégie de préparation à la sortie, nous n'avons rien inventé, ce sont les mots employés par l'article 103.2 des règles pénitentiaires européennes. Ce parcours de mobilisation n'est pas ordinaire. Nous souhaitons qu'il soit contractualisé, c'est-à-dire que le détenu y apporte son adhésion concrétisée par sa signature, que ce parcours de mobilisation ne soit pas immuable dans le temps, mais qu'il soit à échéance d'une année reconductible, car nous savons combien la situation des détenus évolue année après année. Oui, donner un sens à la peine par ce bilan de personnalité à l'entrée en détention, par ce parcours de mobilisation, afin de servir notre seconde idée forte, rendre le détenu acteur de son temps d'enfermement. Car la privation de liberté ne doit pas être un temps de vacuité, un temps d'indolence, un temps d'irresponsabilisation. Le détenu ne doit pas être, mais doit exister à travers son activité inscrite dans ce parcours de mobilisation. Alors c'est bien sûr la valorisation du travail. C'est la valorisation du travail du détenu que l'on souhaiterait voir prendre la forme d'un contrat. Contrat d'engagement professionnel, contrat de travail aménagé. Nous avons retenu la seconde formule, étant entendu bien sûr que ce ne peut être un contrat de travail au sens du droit commun, c'est bien sûr un contrat de travail qui prendrait en considération la spécificité de la situation du détenu, mais qui néanmoins coucherait sur le papier les clauses de ce qui va lier le détenu, l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire si le détenu est mis au service d'une entreprise concessionnaire. Car comment peut-on aujourd'hui mettre un individu au service d'un autre sans que celui-ci se voie pour le moins proposer un contrat d'adhésion à cette mise à disposition? Mais le travail n'est pas tout. Aux côtés du travail, doit être proposé aux détenus un véritable programme d'activité, d'enseignement et de formation professionnelle. Il faut que le détenu ne soit pas conduit à travailler car il n'a pas d'autres moyens de subsistance et que l'enseignement et la formation professionnelle soient un surplus. Il faut que l'investissement dans l'enseignement et la formation professionnelle à temps plein constitue un objectif. Et c'est pour cette raison qu'il nous a paru nécessaire de préconiser un signe fort. Ce signe fort serait l'allocation, une allocation que nous avons baptisée allocation d'insertion, qui correspondrait à un certain pourcentage du RMI et qui serait destinée à rémunérer l'investissement concret du détenu pour ses activités d'enseignement et d'insertion figurant dans son parcours de mobilisation. Car c'est un effort qui est demandé aux détenus, c'est un effort qui serait à long terme et qui, à notre avis, doit être souligné par cette rémunération. Il nous paraît nécessaire d'entrevoir demain la création d'unités, voire d'établissements spécialisés dans la mise en place de véritables programmes de réinsertion. Il y a nécessité de prévoir des programmes spécifiques pour les toxicomanes, spécifiques pour les victimes de conduite addictive, et puis aussi, peut-être, imaginer que dans tel ou tel établissement pourra se réaliser tel ou tel type de formation. Nous avons été interpellés par les représentants de l'administration du travail et qui nous disaient « mais le problème de la formation professionnelle en prison, c'est qu'il faut que nous puissions proposer les formations professionnelles qui offrent le plus de débouchés.
et on nous indiquait que les débouchés les plus nombreux étaient ceux de la chaudronnerie, étaient ceux de la mécanique, et il faut que nous puissions avoir des établissements qui possèdent les équipements permettant ces formations tout à fait dédiées. Oui, il faut promouvoir la formation professionnelle, d'où une autre idée qui est peut-être novatrice et qui va peut-être étonner, c'est de vous proposer l'expérimentation du transfert aux régions de la formation professionnelle des détenus, bulletin de personnalité à l'entrée en détention, c'est-à-dire un profilage extrêmement précis de sa situation physique, mentale, sociale, culturelle. Tout cela pourquoi? Pour aboutir à ce que nous appelons l'élaboration d'un véritable parcours de mobilisation. Parcours de mobilisation qui est tout à la fois un projet dynamique d'exécution de peine et une stratégie de préparation à la sortie. Projet d'exécution de peine, stratégie de préparation à la sortie, nous n'avons rien inventé, ce sont les mots employés par l'article 103.2 des règles pénitentiaires européennes. Ce parcours de mobilisation n'est pas ordinaire. Nous souhaitons qu'il soit contractualisé, c'est-à-dire que le détenu y apporte son adhésion concrétisée par sa signature, que ce parcours de mobilisation ne soit pas immuable dans le temps, mais qu'il soit à échéance d'une année reconductible, car nous savons combien la situation des détenus évolue année après année. Oui, donner un sens à la peine par ce bilan de personnalité à l'entrée en détention, par ce parcours de mobilisation, afin de servir notre seconde idée forte, rendre le détenu acteur de son temps d'enfermement. Car la privation de liberté ne doit pas être un temps de vacuité, un temps d'indolence, un temps d'irresponsabilisation. Le détenu ne doit pas être, mais doit exister à travers son activité inscrite dans ce parcours de mobilisation. Alors c'est bien sûr la valorisation du travail. C'est la valorisation du travail du détenu que l'on souhaiterait voir prendre la forme d'un contrat. Contrat d'engagement professionnel, contrat de travail aménagé. Nous avons retenu la seconde formule, étant entendu bien sûr que ce ne peut être un contrat de travail au sens du droit commun, c'est bien sûr un contrat de travail qui prendrait en considération la spécificité de la situation du détenu, mais qui néanmoins coucherait sur le papier les clauses de ce qui va lier le détenu, l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire si le détenu est mis au service d'une entreprise concessionnaire. Car comment peut-on aujourd'hui mettre un individu au service d'un autre sans que celui-ci se voie pour le moins proposer un contrat d'adhésion à cette mise à disposition? Mais le travail n'est pas tout. Aux côtés du travail, doit être proposé aux détenus un véritable programme d'activité, d'enseignement et de formation professionnelle. Il faut que le détenu ne soit pas conduit à travailler car il n'a pas d'autres moyens de subsistance et que l'enseignement et la formation professionnelle soient un surplus. Il faut que l'investissement dans l'enseignement et la formation professionnelle à temps plein constitue un objectif. Et c'est pour cette raison qu'il nous a paru nécessaire de préconiser un signe fort. Ce signe fort serait l'allocation, une allocation que nous avons baptisée allocation d'insertion, qui correspondrait à un certain pourcentage du RMI et qui serait destinée à rémunérer l'investissement concret du détenu pour ses activités d'enseignement et d'insertion figurant dans son parcours de mobilisation. Car c'est un effort qui est demandé aux détenus, c'est un effort qui serait à long terme et qui, à notre avis, doit être souligné par cette rémunération. Il nous paraît nécessaire d'entrevoir demain la création d'unités, voire d'établissements spécialisés dans la mise en place de véritables programmes de réinsertion. Il y a nécessité de prévoir des programmes spécifiques pour les toxicomanes, spécifiques pour les victimes de conduite addictive, et puis aussi, peut-être, imaginer que dans tel ou tel établissement pourra se réaliser tel ou tel type de formation. Nous avons été interpellés par les représentants de l'administration du travail et qui nous disaient « mais le problème de la formation professionnelle en prison, c'est qu'il faut que nous puissions proposer les formations professionnelles qui offrent le plus de débouchés. » Et on nous indiquait que les débouchés les plus nombreux étaient ceux de la chaudronnerie, étaient ceux de la mécanique. Et il faut que nous puissions avoir des établissements
qui possèdent les équipements permettant ces formations tout à fait dédiées. Oui, il faut promouvoir la formation professionnelle, d'où une autre idée qui est peut-être novatrice et qui va peut-être étonner, c'est de vous proposer l'expérimentation du transfert aux régions de la formation professionnelle des détenus. Car si les régions ont la charge de la formation professionnelle, exception est faite pour les détenus. Il nous paraîtrait intéressant que des expérimentations soient conduites pour que les régions prennent en compte ces problèmes de formation professionnelle des détenus qui doivent être appréhendés d'une manière beaucoup plus intense, beaucoup plus globale qu'elles ne l'ont été dans le passé.